Bon alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette première rencontre pour le site Auto-Coaching. J'accueille aujourd'hui Daniel Bloin, qui est auteur, conférencier, auteur de plusieurs livres sur le thème 3, traduit également dans plusieurs langues, dont le russe, sur la thématique justement qu'on va aborder aujourd'hui, qui est sortir de sa zone de confort. Merci Daniel Ça me fait plaisir, avec merci nous. pour l'invitation. Johan Magloire qui est avec nous, qui est coach professionnel également, qui va nous parler un petit peu de sa vision de la zone de confort par rapport aux interactions qu'elle a avec ses clients également. Et puis on a Pascal Brousseau qui est avec nous, hypnothérapeute, herboriste. Puis je pense que ce que vous avez en commun tous les trois, c'est justement d'avoir de nombreuses casquettes, là, si on regarde l'histoire de votre vie. Donc ça veut dire beaucoup de sorties de zone justement de confort aussi pour se réinventer, se réajuster et mieux s'aligner avec sa vie. Moi, je vais vous accompagner dans cette conversation. Mon nom, c'est Nicolas Beffort. Je suis le fondateur de Coaching Québec. Puis, je vais un peu modérer et animer les débats pendant cette rencontre aujourd'hui. Alors, merci à vous trois de participer et bienvenue. Merci à toi. Merci. Voilà, et je suis sûr que vos visions de toutes ces thématiques-là va passionner les gens qui nous regardent en vidéo sur le site Auto-Coaching. Alors, d'emblée, on va commencer la discussion un petit peu, sortir de sa zone de confort. On parle beaucoup dans le développement personnel de la zone de confort, que c'est bon de sortir ou c'est bon de l'élargir, que la magie s'opère en dehors de la zone de confort. Donc, c'est des concepts qu'on voit souvent passer là, sur nos réseaux sociaux, dans des citations ou des petites images. J'aimerais bien avoir un peu votre vision à vous. D'abord, c'est quoi la zone de confort, s'il fallait la définir ? Ben, pour moi, une zone de confort, c'est une zone d'excellence. Une zone de confort devient à un moment donné inconfortable. D'accord. Il fallait qu'elle soit confortable pendant une certaine période. C'est-à-dire qu'on faisait exactement la bonne chose, on faisait ce qu'on devait faire pendant une certaine période de temps. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, quelques années, selon si c'est une sortie de zone professionnelle ou personnelle ou quoi que ce soit. Il n'y a pas deux zones qui durent la même durée, il n'y a pas deux zones semblables. On a 7-8 milliards d'empreintes digitales différentes, on a 7-8 milliards de zones et de phases différentes. Donc, c'est ça. Moi, je parle beaucoup de sortie et d'entrée de zone. On parle beaucoup de sortie de zone, mais il faut parler d'entrée de zone. Une sortie de zone implique une entrée de zone. Si on sort d'une zone, il faut rentrer dans une nouvelle. Dans une autre zone. Qui va être confortable pendant une certaine période. Jusqu'à temps qu'on sente qu'on est en train de s'éteindre, qu'on a fait le tour de la fosse. Moi, j'appelle ça une fosse. Parce que je parle beaucoup des saumons. Je fais l'analogie avec les saumons parce que c'est ça en bout de ligne. Je pense que nos vies, c'est une succession continue, du début à la fin, de zone de confort, transition difficile, entrée de zone, sortie de zone, transition difficile, entrée de zone. C'est-à-dire fausse courant, fausse courant, jusqu'au bout de la rivière. Donc tu nous vois comme le saumon là, qui saute de zone en zone. Exactement. Mais je regarde la vie de tout le monde et je regarde la mienne, mais ce n'est que ça. C'est une rivière. Des périodes faciles avec des transitions difficiles, des périodes faciles avec une maladie, des périodes faciles avec une transition de carrière, une période facile avec un coronavirus, une période facile avec d'autres choses. Et ce n'est que ça sans arrêt. Donc, si on ne le sait pas d'avance que ça va toujours être comme ça, c'est pour ça qu'on fait pitié. C'est pour ça qu'on ne veut pas sortir de nos zones. On a peur, on pense qu'il n'y a pas d'autre fausse, puis on ne comprend pas le processus de la transition qui va être difficile. On va vouloir abandonner, on a la vie dans la face, ce que j'appelle avoir le nez dans le courant, deux fausses. Et c'est là qu'on doute, c'est là qu'on se pose des questions. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que là, c'est difficile. Ça, c'est une affaire. Le difficile. On ne veut tellement pas vivre de difficile. Donc, ça veut dire qu'on doit nager à contre-courant à chaque fois, toute notre vie, finalement? Oui. Quand on est dans la fosse, dans notre zone, le courant nous passe au-dessus de la tête. C'est facile. On se repose, on fait copier-coller. C'est là que c'est facile. C'est là qu'on est en confort, en contrôle, on est confiant, on sait ce qu'on fait. C'est connu, ça. Mais à un moment donné, il faut se mettre le nez dans le courant pour sortir de la fosse. Et là, on est à contre-courant. C'est rare qu'on a le courant dans le dos. Dans le dos qui nous pousse. C'est rare. Ouais, c'est soit qu'on ne l'a pas dans la face, on est dans la fosse, ou soit qu'on l'a dans la face. Ça, c'est ma théorie. C'est parfait. Puis on est là pour échanger. C'est mon opinion. OK. Puis toi, Joanne, tu as la même vision de pas tout à fait, des choses similaires, mais on aura l'occasion de rebondir sur certains éléments. On n'est pas d'accord non plus. C'est bien, ça alimente. Mais pour moi, plus simplement, la zone de confort, c'est nos habitudes.
C'est ce qui est justement qui est confortable, mais pas nécessairement. Ça peut être, on peut vivre dans cette zone qu'on appelle confort, puis en étant pas nécessairement bien dans cette zone-là, mais c'est nos habitudes, c'est ce que j'aime appeler le métro boulot dodo. C'est l'endroit qui est sécuritaire pour les gens aussi. C'est notre zone de sécurité, finalement, plus que de confort, parce qu'on va pouvoir parler tout à l'heure d'inconfort. Donc, c'est plus au niveau des habitudes, de ce qu'on connaît. Donc, on est dans le connu, dans la zone de confort. Puis, on va voir qu'est-ce qui est intéressant aussi, parce que la zone de confort, elle est confortable, mais des fois, on peut la sentir un peu restreinte. Donc, on a envie de l'élargir, on a envie de l'étirer. Donc, ça serait intéressant de voir aussi pourquoi on veut en sortir éventuellement. Donc, plus une zone de sécurité pour toi. C'est plus une zone de sécurité, effectivement. Oui. Puis du connu. Du connu. Ouais. Donc, c'est le connu qui nous donne la sécurité, finalement. Exactement. Okay. C'est ça. Fait. Puis toi, Pascal, tu J'ai vois ça pas mal comment? la même définition que Joanne. Pour moi, je trouve que la zone de confort, le mot n'est pas vraiment bon. C'est plus justement la zone de sécurité, la zone connue. Les gens se sentent bien, ils savent que dans cette zone-là, ils peuvent survivre. Et ne connaissant pas ce qu'il y a à l'extérieur, souvent, ils vont rester là. Mais ça va, favoriser une de leurs valeurs, qui est la sécurité, mais toutes les autres valeurs, souvent, à ce moment-là, ne sont pas nourries, que ce soit la liberté. Si je prends mon cas en particulier, moi, avant, j'étais dans un emploi où j'étais très en sécurité avec salaire stable, mais j'étais malheureux sans bon sens. Donc, j'étais dans une zone, oui, dite de confort, comme on expliquerait en croissance personnelle, mais je n'étais pas confortable du tout. J'étais en sécurité, mais totalement malheureux. Okay. Et en sortant de cette zone-là, j'ai dû apprendre à vivre avec l'insécurité, mais tout l'ensemble de mes autres valeurs sont devenues nourries, donc je suis devenu beaucoup plus épanoui. Donc vraiment, je le dirais plus dans la zone sécurité et connue. Et j'ai l'impression que les gens, à cause de la peur ou la culpabilité, ils n'osent pas sortir de cette zone-là. Et ils font ce que j'appelle des choix de survie, donc toujours en fonction de l'argent, toujours en fonction de rien bouger, puis au bout de la ligne, ils restent malheureux. Et quand le malheur commence au niveau mental, psychique, émotionnel, tranquillement, il descend dans le corps, puis finit par avoir diverses somatisations. OK, donc on va plus loin. Donc finalement, la zone de confort, c'est plus qu'une zone de sécurité, c'est une zone où on est en accord avec nos valeurs, nos besoins? Je pense pas nécessairement, parce que justement, on a dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être aussi de l'inconfort dans cette zone-là. Donc, pour moi, quand il y a de l'inconfort aussi, c'est parce qu'on n'est plus en cohérence avec nos valeurs. Donc, pas nécessairement en lien avec nos valeurs. Dans ton exemple aussi du travail, justement, quand on est inconfortable dans notre travail, on continue. Ça va peut-être contre notre valeur de liberté, de vouloir s'épanouir, etc. Mais on reste quand même dans cette zone-là. OK. Donc, c'est une zone où, à un moment donné, il y a un inconfort. Je pense toi, Daniel, tu parles d'une incongruence. À un moment donné inconfortable. Il y a une des meilleures images que j'ai trouvées pour expliquer ça, outre le saumon qui monte la rivière, mais le Bernard l'ermite. Tout le monde connaît le Bernard l'ermite, la petite bébite qui a une coquille sur la tête, sur le dos. Mais elle n'est pas née. Un Bernard l'ermite, c'est pas une bébite qui est née avec une coquille sur la tête. Ça ne fait pas partie de son corps. Ça, c'est un animal qui se trouve une coquille pour être en sécurité. C'est le seul et unique but, c'est d'être en sécurité. Et le Bernard l'ermite grandit. Comme nous, on grandit, on évolue, on progresse toute notre vie. Non? Mais lui grandit dans la coquille. Et à un moment donné, il sent que la coquille, ça devient serré. Ça devient inconfortable. Donc, ce qu'il fait, lui, il ne se pose pas la question, est-ce que j'ai peur? Est-ce qu'il va y avoir une autre coquille? Il ne se pose pas de questions. Lui, il fait ce qu'il a à faire. C'est du ressenti. Il sort de la coquille. Et où est-ce que c'est difficile? Où est-ce qu'il est vulnérable? Où est-ce qu'il a peur? Où est-ce qu'il a hâte de se retrouver une coquille? C'est entre deux coquilles. Et c'est là qu'il peut se faire manger. Et là, il se retrouve une autre coquille plus grande pour recommencer à grandir, évoluer, progresser. Jusqu'à temps que la nouvelle coquille redevienne trop serrée parce qu'il a encore grandi. Et je veux dire, c'est un cycle. C'est un cycle. Donc, la coquille est là pour le protéger pendant une certaine période. Là, il n'est pas stressé. Il est en sécurité. Il ne se pose pas de questions. Il n'a pas peur. Effectivement. C'est un peu la même chose. Mais, donc, tout ça pour dire que la zone était confortable pendant une certaine période. On a des jours, des semaines, des mois, des années. On grandit dans une zone confortable qu'on aime, qui nous fait progresser, évoluer, grandir, qui nous challenge, qui nous tient allumés. On apprend des choses. Ça, on aime ça. Mais quand on a fait le tour de ça, puis qu'on n'apprend plus rien, qu'on n'évolue plus, qu'on ne progresse plus, que ça ne met pas de piquant dans notre vie, c'est là qu'on commence à s'éteindre. On manque d'oxygène.
On veut de l'oxygène, voir autre chose, grandir. Donc il y a un signe à un moment donné qui fait que, si je reprends le Bernard l'Ermite, on se sent à l'étroit dans notre zone de confort, c'est ça? Mais, et pourquoi ce signe? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a ça? Parce que je pense qu'il y a des personnes, tu sais, tu parlais de métro, boulot, dodo. Je pense qu'il y a des personnes qui vivent toute leur vie dans le métro, boulot, dodo. Et qui adorent ça. Puis qui n'ont pas cette espèce de pulsion de vouloir agrandir leur coquille, forcément. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a ce signal-là? Tu sais, tu dis c'est un ressenti, c'est quelque chose de physique. Ça peut pas être quelque chose d'intellectuel à un moment donné? Oui, absolument. Ouais. C'est plus... Ouais, je sais pas. Ça commence... J'aime sur le bien que tu mental. parles de signes et non d'inconfort parce que ce qui pousse les personnes des fois à sortir, c'est souvent un inconfort, mais pas toujours. Des fois, c'est un appel à vouloir autre chose. Des fois, c'est... Donc, c'est pas toujours... C'est très souvent de l'inconfort qui nous pousse, qui va nous donner la motivation pour sortir de ça. Mais des fois, c'est juste l'envie de faire autre chose. Par exemple, quelqu'un qui a envie de partir, qui rêve de partir en voilier avec sa famille depuis des années, mais qui n'a jamais osé le faire. Donc, l'idée est bonne. C'est pas qu'il est inconfortable dans sa zone de confort. Il est très confortable, mais qu'il a ce désir plus profond de s'épanouir, de faire autre chose. Ça commence toujours par un appel. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est lorsqu'on ne répond pas à cet appel-là qu'on commence Que à l'inconfort s'éteindre et à avoir des arrive. regrets, à Tu peux avoir. devenir... Que la vie devient lourde, en fait. C'est ça. Absolument. Donc, des ça fois, commence c'est toujours par ça. l'appel d'un rêve, l'appel de s'épanouir, Absolument. ou des fois, il y en a que ça prend justement un choc, un événement. Si on pour résiste trop pouvoir longtemps, c'est ce que ça donne. Exactement. Si on ne fait pas ça, là, ça mène à ça. Tout à fait. Ça peut. Je pense qu'il y a plusieurs cas de figure après ça. Pour ça. Ou l'appel d'une valeur, comme tu parlais de valeur, Oui, l'appel de la liberté, l'appel de la curiosité, tout à fait. ces éléments-là. Puis Puis, on parlait de routine. Mhm. Je crois qu'on peut faire le même travail toute notre vie. Là. Par exemple, mon père était prof au primaire toute sa vie. Il a adoré ça. Là. Et ça, je crois à ça. Là. Mais je l'ai passé en entrevue sur mon site Internet. Parce que moi, je connaissais la réponse. Mhm. Je lui ai posé la question, OK, toi, tu étais prof toute ta vie, tu es rendu à 75 ans. C'est quoi les 2 plus belles années de ta vie? Je connaissais la réponse. je disais les 2. Il raconte dans l'entrevue, mais moi, c'est quand j'ai été... à l'époque, ça existait. Des échanges entre les Français et les Québécois au niveau des professeurs et des commissions scolaires. Donc, il a été prof en France pendant 2 ans. Moi, de 2 à 4 ans, j'ai habité en France. Mhm. J'étais tout petit. Là, je lui dis, mais pourquoi c'était 2 plus belles années? Tu étais encore prof, tu faisais la même chose? Oui, il me dit, mais là, j'ai vu d'autres choses. J'ai vu la France, j'ai vu l'Europe, j'ai vu d'autres cultures. J'ai voyagé partout en Europe pendant ces 2 années-là. OK, donc tu avais de l'oxygène frais, tu as vu autre chose, tu es sorti de ta zone, tu es sorti de Québec et de l'ancienne Lorette, tu as vu d'autres choses dans la vie. Ça a mis du piquant dans ta vie. Tu as senti que tu évoluais, même si tu étais prof, quand même. Il est revenu au Québec, et là, il est à la retraite, mais il est rendu à 75 ans, c'est quand même fort. Quelqu'un te dit, les 2 plus belles années de ma vie, c'est quand j'ai fait ça. Mhm. Mais tout le monde peut faire ça. Partir en voilier, voir d'autres choses, essayer d'autres choses. Ça, c'est mettre du piquant à sa vie. Grandir, évoluer, progresser. Oui, c'est le fun de copier-coller la routine. Oui, ça c'est sécuritaire, c'est très confortable, mais c'est pas comme ça qu'on se sent vivant. C'est quand on voit d'autres choses, des petites micro-déchirures de la tête. Là, moi, je pense vraiment c'est lorsqu'on transcende des peurs et des inconforts. Qu'on ose marcher vers de l'inconnu en se disant « Oh, je passe le mur du feu, oh, j'ai peur. Ah, là, je réalise que je suis pas en train de mourir. » Mais non. Et au contraire, d'habitude, des sorties de zone, c'est le truc qu'on se dit, maintenant que je l'ai fait, là, et que j'ai passé le bout difficile là, du courant, j'ai passé le point de bascule et je goûte au résultat aujourd'hui. D'habitude, ça, c'est le truc qu'on se dit, mon Dieu, à l'époque, là, quand je pense à moi à l'époque, là, j'avais tellement peur pour rien. Là. Et avoir su ce que ça donne aujourd'hui, j'aurais tellement dû faire ça avant. À petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle, on exagère nos peurs, on pense qu'on va mourir et personne ne meurt de faim. Je connais personne qui est mort à essayer de suivre ses poussées de vie, ses appels, ses intuitions. Mais lorsqu'on ne fait pas ça, c'est là qu'on meurt. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent, puis c'est gros, mais je le pense. À un moment donné, si on résiste à nos appels, à ce qu'on est supposé devenir, ça devient une question de vie ou de mort. Si on ne fait pas, si on ne devient pas ce qu'on est supposé devenir, qu'on ne suit pas ce qu'on sent, il y a un mur à un moment donné. S'éteindre, il y a une limite. Tu ne peux pas t'éteindre à l'infini. Par contre, de l'autre côté, vers nos poussées de vie, vers ce qu'on est supposé devenir, ça, il n'y a pas de limite.
Je le vois beaucoup, il n'y a pas de limite à ça. Mais s'éteindre à un moment donné, ben c'est ça, ça devient physique. Moi, je faisais de l'asthme, mais c'était pas de l'asthme. Là, mais tu m'as dit, je fais de l'asthme. J'ai jamais fait d'asthme de ma vie. Ok, donc en quelque sorte, il y a un symptôme physique qui nous montre que c'est le moment de quoi? De répondre à l'appel? Et moi, je me posais la question un petit peu. Toi, Pascal, tu travailles vraiment avec les gens qui ont des douleurs chroniques. C'est ta spécialité. Effectivement. Puis je dirais que le symptôme, il vient pas tout de suite au début. Ça part par une envie, ça part par un désir. C'est un peu comme, je compare ça à la mère qui appelle ses enfants pour dire le souper est prêt. Mais l'enfant est pris par un film, là. Il écoute le film. Puis là, on crie, on parle plus fort, on parle un peu plus fort. On parle un peu plus fort. Là, l'enfant dit, mais pourquoi tu cries après moi? Mais c'est parce que ça fait 5 fois que je t'appelle. Mais il ne l'a pas entendu. Mais quand on n'écoute pas, ça commence par un peu de stress, de l'insomnie, de l'anxiété, des troubles digestifs, un peu de douleur. Puis un jour, comme moi, on se réveille, on se lève, on s'assoit sur le bord de notre lit vers l'âge de 35 ans, puis on se dit, ouais, aujourd'hui, j'ai 80. J'ai mal partout, je file pas, je dors plus, et là, on a plein de problèmes. Et quand on observe ça, on n'est juste pas bien. Mais comme on disait tantôt, on parle de sécurité, c'est la peur. La peur empêche les gens. Puis pour l'avoir vécu, je me compare un peu comme, puis je le vois dans mes clients aussi, on est comme une mouche qui se frappe à une fenêtre. OK, je quitte. Ah non, ça fait trop mal. Ah ben je reste. Ah non, ça fait mal ça aussi. Ah ben je quitte. Ah ben non, ça fait trop mal. Et finalement, il faut juste faire le pas et accepter de souffrir. Ce que je dis à mes clients, c'est la voie facile, vous la cherchez, hein? Puis ils me disent, ah oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la voie facile n'existe pas. C'est pas encourageant, ça. Oh non, c'est ça. Pas encore. Oh non? Mais elle n'est pas facile, mais elle est agréable. Puis une fois faite, je connais personne, absolument personne qui regrette. Tout le monde est content d'avoir fait le pas pour quitter. Quitter, par exemple, si c'est le cas d'un emploi, chaque personne m'ont dit au lendemain d'avoir signé la démission, j'étais heureux. Quand c'est question de couple, des fois c'est plus difficile. C'est peut-être 1 an, 2 ans après, les gens vont dire j'ai fait le bon choix. Mais au début, c'est toujours une certaine tempête. Ouais. Mais à long terme ou moyen terme, les gens sont toujours heureux et on le voit dans les résultats. Les douleurs chroniques disparaissent, les troubles digestifs disparaissent, les troubles d'insomnie disparaissent, l'anxiété disparaît et les gens retrouvent un état de calme. Et comme Daniel dit, ben, pour un certain temps, parce que le fameux X, hein, on dit être sur notre X ou être dans le flow, ben ce maudit X-là, il bouge. Chaque jour. Il n'est pas toujours. C'est ça. Il faut juste apprendre à dire, ah, il me semble que je ne le sens plus, là, il est où? Ah, il est un petit peu plus là. Et on se déplace, on retrouve notre joie, notre gratitude, puis on est en mouvement. Et donc, tu dis la transition, elle peut être douloureuse, mais elle est jamais plus douloureuse que de rester effectivement dans notre non-réponse à l'appel. Donc, l'un dans l'autre, le fait de s'aventurer sur un nouveau chemin, ça réduit quand même déjà la souffrance qu'on ressent d'être pris là dans notre zone de confort qui est devenue une zone d'inconfort. Oui, c'est comme la différence entre souffrir à un certain degré toute notre vie ou souffrir un petit peu plus durant un très court temps et s'en sortir. L'autre exemple que je donne, c'est encore là, c'est notre mère qui avait la réponse quand on voulait enlever un plaster là, qui était pris un peu dans le poil. Là. Si on tire doucement puis on n'ose pas, c'est long. Elle prenait un coup sec, on fait le saut, c'est fini, on passe à autre chose et ça fait du bien. Donc, c'est un peu le même principe. Okay. Moi, j'ai envie de croire que le chemin, il peut faire du bien quand même. Ouais, aussi, moi là. aussi, je suis partagée. Je suis pas sûr que la souffrance soit nécessaire ou automatique. C'est inconfortable. C'est moi, stressant. C'est une nuance entre inconfortable ou faire mal. On peut décider de sauter sans parachute ou avec un parachute. On peut sortir une orteille de sa zone de confort pour tester, un pied ou sauter à pieds joints. Donc, tout est un peu relatif. Je ne sais pas si on a vraiment on est toujours obligé de sauter, c'est ça, comme ça, sans parachute, sans crier gare. Ça peut être graduel. C'est exactement, ça peut aller tout doucement selon le... c'est ça. Donc, paniquez pas les gens à la maison, c'est possible d'aller tout doucement. Moi, je pense que ça dépend du taux de souffrance qu'on a. Là. Si on a la main un petit peu sur le feu, on peut prendre le temps de le faire graduel, d'enlever notre main graduellement du feu. Mais lorsque ça brûle, on souffre beaucoup. À un moment donné, j'en ai fait, je sais de quoi je parle, je l'ai fait, une drastique. Pas une graduelle, une drastique. Et c'est ça que je devais faire, parce que là, ça brûlait beaucoup. Oui, parce que tu as attendu trop longtemps. Tu as attendu trop longtemps. C'est lorsqu'on résiste trop,
Ouais. c'est ce que ça donne. On souffre beaucoup trop et là, on n'a pas le choix de faire un drastique parce qu'on est en burn-out, en dépression, on a une maladie, parce qu'on l'étire au maximum. Oui, là, il y a un sentiment d'urgence. C'est ça, Mais je pense c'est que ça. si tu Mais sens que c'est tu mieux de le faire comme au début, quand on Oui. a l'appel. Puis, Ouais. puis justement, c'est pour ceux qui ont expérimenté, tu l'as expérimenté, je l'ai expérimenté, peut-être que toi aussi, que justement, quand on attend, puis que c'est vraiment, qu'on attend un burn-out Le ou quelque chose de mur, le drastique mur. ou le mur, oui, puis on se dit, ben, la prochaine fois, ben, j'attendrai moins longtemps. Exact, Puis là, on exact. apprend à se connaître, puis à Exact. dire, OK, j'ai peut-être, C'est je ça. suis pas obligée d'attendre aussi C'est longtemps. ça. Donc, des fois, mais est-ce qu'il faut passer nécessairement par là, Par la souffrance. par la souffrance ou par, tu sais, par ce mur-là? Non. Je pense pas. Ben non, C'est ça. ben Je non. pense qu'on peut, puis c'est pour ça qu'on partage, c'est pour Exact. ça qu'on C'est ça le enseigne but, c'est aux ça le gens. but, Puis exact. exactement, Ouais. c'est un peu ça le but, de dire Exactement. aux gens, ben, avant de frapper votre mur, là, ben, vous pouvez voir, il y a des petits signes, il y a des inconforts, puis Exactement. écoutez-les tu sais, déjà maintenant avant de Mais c'est d'être frapper à votre l'écoute, c'est de répondre à l'appel le plus tôt possible, en Oui, fait. quand il y a appel. Exactement. Et quand, dans ce cas-là, tu es moins dans un sentiment d'urgence et tu peux peut-être mettre en place certaines choses qui te garantissent cette sécurité le long du chemin vers Ouais. ta nouvelle zone Et aussi. Oui. plus on fait des sorties de zone, plus on subit ça, là, c'est-à-dire nos intuitions, notre ressenti. Plus on le fait, on fait des actes de deux fois, parce qu'on marche vers de l'inconnu à chaque fois. là. Plus on le fait, plus on développe une confiance là-dedans, parce qu'on sait ce qui arrive. Maintenant, je suis beaucoup plus confiant dans mes sorties de zone qu'à l'époque. À l'époque, je ne comprenais même pas ce que je faisais. Je ne comprenais même pas ce qui m'arrivait. Je connaissais rien là-dedans. Maintenant, je le sais. Et je dédramatise tout le processus, parce que je le sais ce qui va arriver. Je le sais que la transition va être difficile. C'est pas parce que c'est difficile que c'est un message de la vie. C'est normal. C'est de la physique. C'est des mathématiques. Donc, je le sais que ça va être temporaire. Un inconfort temporaire. C'est pas de la souffrance, mais quand on fait une transition, c'est difficile. Il n'y a pas personne qui va me dire que c'est facile. J'ai jamais vu ça de ma vie. Une transition facile, agréable, mais en même temps difficile. C'est marcher vers de l'inconnu, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et ça dérange l'entourage aussi. Ouais, ça c'est clair. Ça Ça peut. dérange beaucoup Ça peut. l'entourage. Ça, c'est un des plus gros blocages. Ouais, qui, L'insécurité eux, financière ou le jugement des C'est autres. ça, parce Des qu'ils gens ne autour veulent de pas. nous. Ces gens-là, par exemple, que ce soit le conjoint, les parents, les amis, on sert à quelque chose à cette position-là. Et quand on change de position, là, ça dérange parce qu'on n'est plus à leur service, si on veut, ils ne sont plus habitués à ça. Et beaucoup de gens vont essayer de nous remettre à notre place ou on va déranger leur propre valeur ou on va réveiller leur propre peur. Là, moi, mon père n'a pas dormi pendant 3 semaines quand j'ai démissionné de mon autre emploi. Parce que lui, Ça sa me rappelle valeur quelque de chose. sécurité est tellement élevée qu'il ne pouvait pas comprendre que je laisse un emploi syndiqué avec fonds de pension. Et il me disait, tu ne trouveras jamais mieux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il réveillait une blessure en moi Bien qui est, je sûr, ne crois pas en selon toi. Donc, ses critères là, adultes. Alors, il parle de son père. Moi, mon père, quand j'ai vendu mon entreprise, j'ai tout quitté à 40 ans. là. Il faut mon père a senti le besoin de me dire combien de... Ça serait quoi mon héritage? Quand ils vont mourir, là, j'aurais combien? Il a senti le besoin de me dire ça pour me rassurer. Pour te sécuriser par rapport. Mais en fait, Non, c'est mais lui qui était insécure. t'imagines? Ouais. ouais. C'est fou. Ouais. là. Mais ça, je pense Puis que j'avais c'est. jamais pensé à ça de ma vie. Nos C'est gentil parents de me veulent dire ça pour mais- nous. Nos parents, enfin, c'est normal. Puis ceux qui ont des enfants aussi, on veut la sécurité pour nos enfants. Ah oui. Mais- Puis c'est clair. Je veux dire, c'est humain. Et en même temps, c'est nos propres insécurités qui sortent par rapport à nos enfants qui, eux, n'ont pas les barrières que nous, on a. Puis c'est Exactement. question de génération. Puis Là. on veut Mais éviter il qu'ils y a ça, souffrent, on veut... Il y a la perception du changement. Mm. Ça, c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on fait pitié, c'est pour ça qu'on a peur, parce qu'on a tellement la mauvaise perception du changement. Et la preuve, c'est que, je sais que c'est une expression également en Europe, là, on va dire la crise de la quarantaine. Mhm. Ouais. On appelle ça la crise de la quarantaine. qui est rendu à 50 ans maintenant. Oh, il y en a eu il y a une Oh, crise à plus 20, à jeune. 30, à 40. Il y en a C'est eu ça. tout le temps des crises. Mais pourquoi on appelle ça une crise? La crise de la quarantaine. Rattaché au mot crise, il n'y a rien de positif. Non, c'est très Un pays en négatif. crise, ça va pas bien. Une crise cardiaque, c'est pas souhaitable. Tu es en crise. Il y a moi, je comprends pas. Je comprends rien là-dedans. là. C'est complètement la mauvaise perception du changement. Parce qu'au contraire, c'est pas une crise, c'est l'éveil de la quarantaine. Enfin, Ouais. le zombie se passage. réveille de la quarantaine. Enfin, le zombie se pose des vraies questions. Enfin, il est en contact avec son ressenti. Il allume, il se réveille. Je veux dire, ce n'est que ça. C'est juste du positif. Mais non. Non, on appelle ça la crise. Le changement, c'est mal. Ce n'est pas souhaitable. Et on ne valorise pas du tout le changement. Dans toutes les sociétés que moi je connais, en tout cas. On ne valorise pas. Il ne faut pas changer. Il faut que tu fasses copier-coller. L'important, c'est la sécurité, le confort. D'être un poisson rouge qui tourne dans son bocal à vie.
sans vivre de stress. C'est ça le but de la vie. Ouais, mais je pense que c'est en train de changer. Je pense que c'est en train de C'est pour changer ça qu'on avec fait les ça. nouvelles générations. Là, je veux dire, Ouais. on enseigne quand même à nos enfants aujourd'hui que c'est pas la connaissance, c'est pas les connaissances qu'ils vont acquérir dans leurs études qui vont leur servir, mais c'est plus leur flexibilité à La pouvoir vie. s'adapter à des nouvelles Exactement. situations et que probablement les 2/3 des métiers qui existeront dans 5 ou 10 ans, ils n'existent pas encore façon. aujourd'hui. Donc, Ouais. est-ce qu'on n'est pas en train justement d'élever une génération de saumon Ben, moi, c'est ma mission. plutôt que de poissons rouges, c'est C'est- qui vont apprendre à vivre avec le changement Il parce faut. que, Ben, c'est parce pour que ça le qu'on monde forme. évolue Il tellement faut. vite aujourd'hui que c'est nécessaire. Ouais. Tandis que je vois la génération de nos parents, là, qui doivent être à peu près tous de la même génération, ben, c'était, moi, mes parents, c'était les Golden 60s, puis tu rentrais dans une job, puis tu restais Ouais, dans la même c'est ça. jusqu'à la fin de ta 40 ans. carrière, Ouais, puis la tu avais ton mentalité. salaire, puis c'était le plein emploi, puis c'était Ouais. facile. Et puis c'est une génération qui, pour certains, en tout cas pour mes parents, avait connu la guerre étant tout petit. Donc, ils avaient connu la privation totale. Donc, OK, c'est la sécurité matérielle qui est importante, etc. Ouais. Nous, on est nés dans une autre époque et nos enfants sont encore nés dans une autre C'est différent époque. aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers une société, justement, qui valorise le changement beaucoup plus? Oui, puis c'est pour ça qu'avant, on formait à l'école, on enseignait des apprentissages, des connaissances. Puis là, maintenant, on forme des compétences. Des compétences. On veut développer des compétences chez les gens, justement, pour qu'ils s'adaptent, qu'ils soient capables de s'adapter à la vie actuelle. Puis, je trouvais ça intéressant, le lien aussi que tu faisais tout à l'heure, Pascal, avec, comme tout à l'heure, on disait, on n'est pas obligé de sortir de cette zone avec fracas, mais je voulais faire un lien avec aussi les apprentissages. Tu sais, tu disais, plus je le fais, plus je sors de ma zone de confort, mais plus ça devient facile. Puis moi, je fais un lien avec les 4 niveaux d'apprentissage. Donc, tu sais, au début, on est inconsciemment incompétent. Tu sais, on ne sait pas qu'on est compétent, on reste dans notre zone de confort. Après ça, on devient consciemment incompétent. Et là, on commence à se poser des questions. Et c'est là le malaise qui commence à arriver, puis à se demander qu'est-ce qu'on fait là. Et là, on a 2 choix quand on est rendu là. C'est que, est-ce que je veux être consciemment compétent, je veux changer, ou je veux rester dans ma zone? Et là, chacun, puis les 2, c'est correct de faire le choix, mais on peut faire le choix qu'on veut. Mais si on décide justement d'élargir notre zone ou de sauter à pieds joints, bien là, on va devenir, après ça, consciemment compétent. Et là, on est consciemment compétent quand on a fait l'expérience, on a eu des apprentissages. Puis après, ça devient, ça c'est le bout le plus fun, c'est qu'après ça, on devient inconsciemment compétent parce que là, on n'y pense plus, puis c'est rendu une habitude de vie, un comportement, c'est intégré un mode de vie, etc. Je trouve ça intéressant de voir que ça devient de plus en plus facile par la suite. On parlait de former des saumons, je donne Ou souvent des ma poissons conférence rouges. dans des écoles. Ouais. Puis des jeunes qui viennent me voir après qui me disent « Ah ouais, on peut choisir une carrière et après changer. Quelques années, on peut changer de carrière plus tard. Oui. Plusieurs fois. C'est pas la décision de ta vie. Là. C'est pas irréversible. Là, que Non. je libère des jeunes là, de fin secondaire, cégep de façon incroyable. Ah ouais. Parce que personne ne leur dit ça. Personne. C'est pas enseigner le changement. Non, il faut que tu rentres, puis après ça, tu passes ta vie là-dedans. C'est ça qu'on enseigne. On veut des bons employés efficaces toute la vie dans le même domaine, qui deviennent spécialisés toujours. Mais Non, le non, fait non, est non. que 80% des jeunes auront à faire plusieurs métiers au cours de leur Oui, vie. parce que ça n'existe Parce plus. qu'ils vont commencer dans quelque chose qui va disparaître, puis il y a Exactement. des nouveaux métiers qui vont réapparaître, Ouais. surtout si on parle des nouvelles technologies, mais de plus en plus tout est lié aux nouvelles technologies. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que la définition d'une zone de confort est aussi en train d'évoluer de génération en génération? Je veux dire, c'est pas une notion qui est fixe. Nous, c'est un peu comme si on en parlait comme si on avait repris la définition de nos parents et de nos grands-parents. La zone de confort, c'est la sécurité, c'est le métro, boulot, dodo, etc. Oui, mais aujourd'hui, on est au 21e siècle. On vit plus là-dedans pour la majorité des gens. Puis nos enfants, la zone de confort, justement, ça sera d'être constamment dans le changement. Ouais. Donc, ça change aussi notre définition de ce que c'est que Et la la zone de notion de confort. risque aussi. Mhm. La notion de prendre des risques dans la vie. Là. Parce qu'on nous enseigne à ne pas prendre de risques. Là. Ça prend de la sécurité, c'est que ne prend pas de risques. Il y a une grosse notion de prise de risque là-dedans. Oui, mais il y a Parce des gens que- qui carburent au risque aussi. Oui. Oui, Ouais, non, mais ouais, absolument. je Mais c'est pense parce que que- il y a eu quelque chose de très culturel aussi, là, par rapport au risque et à sortir. J'ose sortir, mais si je me plante, là,
parce que je m'en fais souvent parler en Europe. Ils me disent, en Amérique, aux États-Unis, vous avez le droit vous avez le droit à l'échec. Il y a des événements fail, des événements où les gens vont raconter leurs échecs. Mais ici, on n'a pas le droit à l'échec. On ne peut pas faire faillite. Parce que si on fait faillite, on est étiqueté toute notre vie. On peut plus. C'est pas comme chez vous. C'est beaucoup plus lourd, puis on n'a pas beaucoup de chance. On n'a pas. Il y a une mentalité par rapport au risque. Donc, si tu essayes de faire quelque chose et que ça ne marche pas, et là, tu es étiqueté toute ta vie un loser, tu as fait faillite, tu n'auras pas une deuxième chance, ben, tu n'as pas le goût de prendre des risques. Tu restes dans ton trou, dans ta fosse, et tu fais copier-coller toute ta vie, parce que tu n'as pas le droit de prendre de risques. Et quand les gens me disent ça, je l'entends très, très, très souvent, ça. Et je leur dis, mais comment vous avez appris à marcher? C'est en vous levant, en tombant, en vous levant, en tombant. Parce que si jamais, s'il y avait eu un banquier à l'époque qui vous avait dit, toi, mon petit enfant, là, tu vas essayer de marcher. Okay? Je te donne une chance. Ou à la limite 2. Je te donne 2 chances de marcher. Et si tu ne marches pas tout de suite, c'est fini. Je ne te donnerai plus jamais le droit de marcher. Je veux dire, personne ne marcherait aujourd'hui. Ce n'est que ça. Apprendre à essayer, se tromper, essayer, se relever. Donc, il faut être beaucoup plus tolérant face à l'échec, indulgent. C'est pas de ne pas juger. Il n'y a rien de plus facile, parce que lorsqu'on est dans le courant, entre 2 fosses, entre 2 zones, la première tentation, lorsqu'on a le courant dans la face, c'est de retourner en arrière. Parce que là, j'ai besoin d'argent. Je ne sais pas où l'entrée de fosse, à combien de semaines, de mois, d'années, je ne sais pas, je ne la vois pas. Là, parce que le chemin se présente uniquement qu'au fur et à mesure qu'on avance. Mais la première tentation, c'est de revenir en arrière. Et il y en a qui me disent, mais moi, j'ai essayé de faire une sortie de zone. Oui, j'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné, donc je suis revenu, ça n'a pas fonctionné, c'est un échec. Tu devrais parler des échecs. Puis là, je leur pose la question, mais tu as essayé pendant combien de temps? Là? Pendant combien de semaines, combien de mois, combien d'années? Moi, je vais te donner un exemple. Là. Pendant au moins 3 ans, au début, quand j'ai fait une grande sortie de zone, j'ai commencé à faire des conférences, je n'avais aucune idée de ce que ça donnerait dans la vie, aucune garantie, juste du risque, juste de l'inconnu. Pendant au moins 3 ans, je me suis posé la question, est-ce que j'arrête ou je continue? Est-ce qu'il va y en avoir une autre conférence? Est-ce qu'un jour, je vais gagner ma vie avec ça? Oui, non, je ne sais pas. Mais là, je retournerai en arrière parce que là, j'ai besoin d'argent. Là. Et c'était facile. Ce que je faisais avant, c'était connu. J'ai fait ça pendant 17 ans. Je pourrais tout de suite retourner là et arrêter de faire des conférences. Je me suis posé la question 1000 fois pendant 3 ans. Mais j'ai passé le point de bascule après 3 ans. Donc, toi, là, quand tu as essayé combien de temps? Là, ils me disent, quelques semaines, quelques mois. J'ai essayé 2 ans. Mais 2 ans, c'est pas long. Je te jure que c'est pas long, 2 ans. Là. Puis à chacun son rythme d'apprentissage aussi. Tu sais, des fois, il faut que tu te casses un peu la gueule, entre guillemets, plusieurs fois pour comprendre des choses. Des fois, ça prend... C'est ça. Je pense que ce va-et-vient-là, j'allais dire, j'aime pas ça dire normal, mais je peux comprendre des gens qui font pas nécessairement... Je pense pas que c'est nécessairement un pas en arrière, mais de se poser des questions, par exemple, je trouve ça sain et je trouve ça normal de... Quand tu es justement dans cet inconfort-là, quand tu as un pied justement hors de ta zone de confort, bien, est-ce que tu te laisses le temps d'absorber ça, de comprendre, d'aller chercher des compétences, etc. Mais on peut aussi avancer en gardant un pas dans sa zone de confort aussi. Moi, je pense que c'est... En étant graduel. C'est ça. Parce que je pense qu'à chacun son tu sais, le goût du risque, là. Il y en a qui l'ont très fort, mais il y en a que, tu sais... Fait que c'est ça. Il y en a qui peuvent, comme je disais tout à l'heure, sauter sans parachute. C'est ça, exactement. Ou vérifier 3 fois son parachute avant de sauter. C'est ça, parce que est-ce que c'est possible de faire une sortie de zone sans prendre de risque? Puis par rapport à quoi est-ce qu'on mesure le risque? Tu sais, c'est pas juste le risque financier. Tu sais, on parle de sécurité, mais la sécurité, c'est pas juste la sécurité d'avoir de l'argent. La sécurité, c'est un sentiment intérieur. Oui, tout à fait. Moi, je connais des gens qui vivent avec très, 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 très peu et qui se sentent parfaitement en sécurité dans ce qu'ils ont, et d'autres qui gagnent des salaires à 6 voire à 7 chiffres, puis ils n'ont pas cette sécurité intérieure. Donc, cette notion de risque-là, il faut la définir aussi. Et puis, est-ce qu'elle est nécessaire pour sortir de zone? Tu sais, moi, je prends un exemple. À un moment donné, je suis parti d'Europe pour venir vivre au Canada. On a tout vendu en Europe. On est arrivé ici avec 4 enfants. Ça, c'est de la sortie de zone. Pas de boulot, rien. On avait vendu maison, compagnie, 4 enfants, dont 2 jumeaux tout petits. On arrive, on dit... On verra bien. Quelque part, il y a une confiance à l'intérieur de nous que les choses vont bien se passer. Un acte de foi. Mais si j'avais regardé la sécurité financière,
C'était fou. C'était fou. Donc le sentiment venait pas de là. Et nous, dans notre optique, on ne prenait pas un risque. C'était un risque mesuré, parce qu'il était contrebalancé par une confiance, par une foi que les choses allaient bien se passer. Une insouciance. Ou une insouciance. Des compétences. C'est vrai, ça. Bon, quand on sait qu'on a des compétences, des qualités, puis qu'on va pouvoir s'en sortir, il y a une confiance. Mais donc pour moi, ça ne va pas forcément avec la notion de risque, la sortie de ma zone de confort. Moi, je le voyais plus comme on va expérimenter autre chose et ça agrandit notre zone de confort. En fait, je ne le voyais même pas comme une sortie de zone. Et souvent, on entend aussi dans le monde du développement personnel, c'est des gens qui disent il ne faut pas sortir de la zone de confort, il faut élargir votre zone de confort. Je préfère. Mais quelque part, c'est aussi un peu plus confortable de se dire ça, parce que ça veut dire que je ne dois pas mettre mes 2 pieds dehors. Tu sais. Le changement, il ne doit pas être drastique, il peut se faire. Obligé. Il peut se faire. Mais parfois, tu n'as pas le choix. Tu veux changer un emploi pour un autre. Parfois, tu peux garder les deux, des fois, non. Mais tu as toujours le choix. Oui, ben c'est ça. Mais en même temps, je pourrais en prendre d'autres situations. Une personne qui veut sortir d'une relation, garder une relation, d'avoir une autre en même temps. Tu sais, il y a des situations où avoir les ça, deux c'est risqué, pieds, ça, c'est risqué. Tu sais, t'es mieux de le faire d'un coup sec. Mais c'est souvent la peur, les finances qui font peur aux gens. Souvent, oui. Vraiment. Pas Pas toujours, mais souvent. Puis je me souviens d'un ami qui, pendant 4 mois, m'écrivait après que moi, j'ai quitté l'emploi, puis qui disait « T'es donc courageux, c'est donc extraordinaire, je voudrais donc faire comme toi. » Mais j'ai dit « Fais-le. »« Ah ouais, mais moi, je peux pas, j'ai des paiements. » Moi, tu penses que j'ai pas de paiement? J'ai une maison, j'ai 2 enfants, ma femme vient de partir, tu penses que j'ai pas de paiement? Ah ouais, mais j'ai fait le calcul, mon ancien employeur me reprendrait, mais je perdrais 5 piastres de l'heure, il va me manquer 100 piastres. Je dis, là, tu es en train de me dire que tu es malade, que tu es en dépression pour 100 piastres par semaine. Et finalement, il a fait le saut, ça a pris 4 mois, pour se rendre compte au bout de la ligne qu'une fois qu'il ne payait plus de stationnement, de club social, de syndicats et tout ça, il faisait plus clair qu'il faisait à l'autre. Fait qu'il s'est stressé pendant des années pour absolument rien. Et il m'a encore écrit cette semaine pour me dire à quel point maintenant il était heureux. Et suite à sa démission, 3 semaines après, lui qui avait des troubles intestinaux de colite avec saignement et tout ça, tout est parti, tout a arrêté. J'ai un exemple là, directement relié à ça. À un moment donné, je suis dans une clinique privée avec un médecin pour un test de routine. Puis là, elle me demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Là, je parle de sortie de zone. Elle dit « Moi, je viens de faire une sortie de zone. » Le médecin qui me raconte. Elle dit « Ouais, c'est quoi? » Elle dit « Moi, j'étais urgentologue en Gaspésie. Là, je prenais l'avion à chaque jour. J'allais dans les villages du Québec à l'urgence. La grosse adrénaline. Je pouvais ne pas dormir pendant 48 heures parce que j'étais à l'urgence. » Puis là, elle me raconte. Là, moi, je suis sur la petite table. Puis elle me raconte ça. Elle me dit « Là, j'ai commencé à avoir très mal au ventre. À un moment donné, très mal au ventre. Là, je suis allé voir une autre médecin, puis là, elle m'a prescrit des pilules pour mon mal de ventre. Et avec ces pilules-là, là, je ne pouvais plus voyager parce que je n'étais plus assurable. Et ça, c'était pour le reste de la vie. Et elle me dit, à un moment donné, j'ai vraiment mal encore plus au ventre. Je suis retourné la voir. Là, elle m'a dit, OK, on va augmenter la dose. Elle dit, OK, non, on va arrêter ça tout de suite. Là, c'est le médecin qui me parle. Okay? C'est pas moi qui invente ça. Là. Elle me dit, non, on va arrêter ça tout de suite. Elle dit ça à l'autre médecin. Et je vais arrêter de prendre les pilules et je vais faire une sortie de zone. C'est-à-dire, je vais faire un changement de carrière. Et après ça, si j'ai encore mal au ventre, je vais revenir et on continuera les pilules. Elle me dit, comme tu vois, aujourd'hui, je ne suis plus urgentologue à Gaspésie, je suis avec toi ici. Puis elle dit, tu sais quoi? Ce qui est le plus fou, là, c'est 4 semaines évaporées, et je n'ai plus jamais eu mal au ventre. Puis elle me dit, ce qui me surprend le plus, hein, c'est que quand j'ai dit ça à la médecin, là, je n'étais plus assurable pour le reste de la vie. Là. Je ne pouvais plus voyager. Moi, j'avais mal au ventre pour le reste de la vie. Là. Elle dit, quand je lui ai dit que j'ai plus mal au ventre, je suis guéri. Puis j'ai expliqué, il a dit, j'ai fait un changement. Ben, elle ne voulait pas savoir comment j'avais fait. Elle ne voulait pas. Ben, je venais de détruire sa théorie Là, je vous parle d'une médecin qui parle d'une autre médecin. Là, puis là je disais à le médecin qui me parle, là, moi j'étais assis sur la petite table. Je dis, imaginez, là, vous savez de quoi vous parlez, là, vous êtes médecin. Là. Imaginez une personne qui n'a aucune idée. Là. Puis elle, là, c'est la vérité absolue. Elle ne fait pas de sortie de zone. Elle ne fait pas de changement de vie, elle ne s'écoute pas. Elle continue et elle prend les pilules. Tout le reste de la vie. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent, là, qui écoutent cette conversation-là? Tu sais, on a parlé de symptômes physiques, de besoins de sécurité. Culturellement, ça peut être lié à l'argent, mais peut-être qu'ailleurs, ce besoin de sécurité, moi je pense que le sentiment de sécurité, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens justement, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme truc pour être attentifs
à ces signes, à ces appels, à ces symptômes. Tu sais, on a nommé ça avec plein de noms. Il paraît qu'il y a 3 appels, j'ai déjà entendu ça. Là. Il Ouais, paraît que vas-y. la vie, les premiers appels qu'on reçoit, c'est une intuition. Il paraît que si on n'a rien compris, on va avoir une sensation. La vie va nous avoir une sensation. Puis il paraît que si on n'a rien compris encore, elle va nous envoyer une claque sur la gueule. C'est-à-dire une expérience. Une expérience. Ouais, ou une maladie. Il paraît qu'il y a 3 ou, niveaux de messages. Là. OK. On parlait d'appels, d'intuition, OK, donc on va développer notre Donc, intuition. comment développer l'intuition Développer de l'intuition. ressenti. Non, mais c'est ça. Ben, pour oui, éviter la claque? Alors, bon, peut-être qu'on fera un autre débat autour de qu'est-ce que c'est que l'intuition, là, parce qu'on peut avoir plusieurs définitions de ce que c'est l'intuition, mais comment on fait pour écouter cet appel-là, pour pas se rendre à la claque dans la figure, pour pas se rendre à la douleur chronique, pour pas se rendre du jour au lendemain dans l'urgence, prendre des risques inconsidérés et tout claquer là pour tout bouleverser. Moi, je Comment pense on que peut faire? l'observation, puis l'observation, la pleine conscience, on entend ça partout. Là. Et il y a quelques années, moi, on me parlait de pleine conscience, puis je tournais les yeux. Je me disais, bon, encore un affaire. Ben, c'est un peu à la New Age. mode, là. C'est à la mode. Et finalement, pour l'utiliser quand je travaille, ça permet une forme de détachement où on peut s'observer et réaliser la fluctuation de cette intuition-là ou symptôme-là ou peu importe en fonction de ce que l'on vit. Et au départ, quand j'amène mes clients vers ça, ils ne se rendent pas compte de leur douleur. Puis je dis, remarque, à chaque fois que ta douleur amplifie, arrête-toi et observe. Qu'est-ce qui vient? qu'est-ce qui se passe? Comment Qu'est-ce tu qui la te sens en déclenche? dedans? Tout à Quelle fait. émotion qui est là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et finalement, après 2 semaines, 3 semaines, ils reviennent à j'ai réalisé à chaque fois que je vis cette émotion-là ou cette situation-là, ça augmente, j'avais jamais réalisé. Tout ça parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'observer en conscience. Ouais. Et Je ferai c'est un très lien. simple. Ouais, je ferai un lien avec ça, Pascal, parce qu'effectivement, on peut le faire avec des douleurs physiques, mais on peut le faire avec Avec ses des peurs émotions. aussi. Donc, regardez, j'ai peur de quoi pour sortir de cette zone-là? J'ai peur de quoi? Prendre conscience, prendre la hauteur par rapport justement à ces peurs-là, puis d'aller gratter, d'aller essayer de justement de soit gérer la peur, mais de la comprendre aussi. Qu'est-ce qui est derrière cette peur-là? Puis, donc, je fais un lien avec la pleine conscience, justement, qui peut aider pour les douleurs physiques, mais aussi par rapport aux peurs à gérer Mais ces peurs. en réfléchissant, je dirais le moins possible. Parce qu'on a tendance à intellectualiser, rationaliser, et souvent, là, on va à côté de la coche. Alors que quand on fait juste ressentir, il y a une certaine vérité qui émerge. Accueillir. Et si on est le moindrement honnête avec soi-même, on le sait. Les gens qui font les changements, très souvent me disent, sais-tu quoi? Je le savais, dans le fond. Dans le fond, là, je le savais que j'étais écœuré de ce job-là, ou je le savais que j'étais pas bien, ou je le savais que telle affaire, mais j'osais pas, j'avais peur. Puis là, on se raconte des histoires. Finalement, c'est pas si pire. Puis les gens... Je fais un peu l'avocat du diable. Là, tu sais, on dit, ouais, mais prenez du recul, observez-vous, etc. Ouais. Mais quand tu es pris, là, quand tu es pris dans ton inconfort, de ta zone de confort, de métro, boulot, dodo, dans ta douleur, dans ton émotion, dans ton insécurité, etc. Tu sais, les gens, ils doivent se demander, ouais, c'est bien beau, là, c'est des mots, mais comment je fais ça, moi, prendre du recul, m'observer, etc. Ben, je veux juste dire, demande de l'aide. Pour moi, c'est ça. Là, quand je parle, je fais souvent des vidéos sur l'autonomie. Être autonome, c'est savoir quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin d'aide et quand je peux le faire tout seul. Et quand j'y arrive pas, je vais chercher de l'aide. Oui, puis il y a des techniques qui existent pour faire ça là, sur la plateforme auto-coaching. Là, les gens vont en trouver plein, là, ça, c'est clair, mais il y a des techniques pour apprendre, on appelle ça se dissocier, là, s'observer. Puis, Et je pense qu'il y a une question majeure que moi-même je me suis posée, que la plupart se posent, c'est quand ça va pas bien. Tu ne sais pas si tu dois persévérer, parce que je persévère, okay, je deviens positif, là, je persévère, ou je suis en train de m'acharner dans la mauvaise direction. Est-ce que les gens se posent la question, suis-je en train de persévérer? Dois? OK. Parce qu'il y a 2 endroits où ça va pas bien, où on se pose des questions. C'est dans la fosse, quand on a fait le tour, là, on sent qu'on doit sortir, mais on ne sort pas. Donc là, on souffre, on se pose des questions. Est-ce que je persévère, je m'acharne? Ou dans le courant, quand on a la vie dans la face, on se pose la question, OK, est-ce que je dois persévérer ou je suis en train de m'acharner dans la mauvaise? Je retourne en arrière, on ne sait plus. Il y a une façon de répondre à ça. Et je me suis posé moi-même la question. Quand j'avais ma compagnie de communication à la fin et que ça allait pas bien du tout, je veux dire, dans ma tête, je n'étais plus capable. C'était le temps que je change de vie, de carrière. Ça ne m'intéressait plus du tout. Ça ne créait plus de joie dans ma tête. Et là, je me suis posé la question. OK, peut-être qu'il faut juste que je persévère. Je vais devenir positif. Ouais, positif. Puis là, je vais persévérer. Puis là, je me suis dit, OK, si j'atteins mon idéal
parce que j'ai persévéré, que j'ai été positif. Là. J'ai vu juste les bons aspects. Et j'arrive au monde idéal. J'y arrive. C'est-à-dire dans ce que je fais en communication. OK, là, j'arrive au bout. Là. J'atteins le sommet de la montagne. Je fais de l'argent. Les relations sont parfaites. Je suis jamais dans le trafic. L'horaire est parfait. Tout est parfait. OK, quand je vais arriver là, ce que je suis en train de faire, les communications, est-ce que ça m'excite beaucoup, 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 beaucoup? Est-ce que j'en parle à tous mes amis tellement ça m'allume? Ça me rend heureux, ça crée de la joie dans ma tête. Est-ce que le soir, je me spécialise moi-même tout seul sur YouTube? Tellement j'aime le domaine des communications. Là, je me suis posé la question, quand je vais arriver là, est-ce que je vais sentir ça, la joie, le ressenti? Tout de suite, j'ai répondu, non. Et le cœur me lève. Ça, c'est un ressenti. Le cœur me lève. OK, donc, ça veut dire, si je persévère, parce que je suis positif, là, je persévère, je me rends au bout, rendu au monde idéal, j'ai encore le goût de vomir. Ça veut juste dire que je suis en train de m'acharner dans la mauvaise. Je me frappe la tête dans le mur en me faisant croire qu'un jour je vais aimer ça. Oui, mais tu t'es observé dans ce constat-là. Mais donc ça prend aussi à un moment donné une certaine... Tu sais, tu parlais d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Ça prend une certaine lucidité. Il faut avoir la capacité de se poser la question, c'est quoi je vais ressentir quand je vais arriver là? Et les ça autres, s'apprend. Ça, c'est quand tu es dans la fosse. Mais quand tu es dans le courant et que tu es juste en transition, là tu as la vie d'enfant, c'est difficile. Tu es dans une transition de carrière, tu lances une compagnie, peu importe. Et là, ces gens-là, je leur pose la même question. Quand tu vas arriver au monde idéal, est-ce que ça t'allume? Est-ce que ça crée de la joie, de l'enthousiasme? Est-ce que tu vas en parler à tout le monde tellement ça t'intéresse? Là, les gens me disent, ben oui, c'est ça que je veux. J'ai hâte que ça arrive, ça. Je dis, OK, ben là, tu viens de répondre dans une fraction de seconde. Toi, continue, persévère. Reste positif. Là. Continue, tu marches dans la bonne direction. Tu n'es pas en train de te frapper la tête dans le mur. Mais ça, il faut se poser, cette question-là. Ouais, mais Est-ce que je marche dans c'est un pont vers le futur, dans le fond. Oui, c'est ça, oui. C'est une vision de notre propre futur, puis un ressenti par de rapport notre futur. Exactement. Et en même temps, je suis d'accord avec toi, Pascal, là, parfois, il faut aller se faire aider un peu pour aller ressentir ça, Aussi. se faire accompagner. Ouais. Mais en même temps, ça prend un point de départ de lucidité, parce que autour de nous, on connaît tout plein de gens. Nous, en observant, par rapport à notre système de valeurs et tout, on constate qu'ils ne sont pas heureux dans... Puis ça ne sert à rien de leur donner des conseils parce qu'ils sont pris. Et puis, donc on n'est pas dans cette démarche-là. Mais à un moment donné, cette lucidité-là, quand on ne l'a pas parce qu'on dit que c'est la faute des circonstances, c'est la faute des autres. Moi, j'entends beaucoup ces discours. Ah, mais non, mais là, je ne peux pas parce que telle personne, ou c'est pas de ma faute, ça va aller mieux. Ça va s'améliorer. C'est comme si ça allait tomber du ciel, l'amélioration. On entend beaucoup de discours comme ça. Comment on peut aiguiller les gens pour aller chercher des trucs, pour pas tourner en rond, justement, dans ces engrenages-là, dans ces routines-là? C'est difficile parce que, encore là, c'est le ressenti. Comment tu te sens présentement? Es-tu bien? Parce que la peur prend le dessus, puis comme je dis, il tombe dans les mécanismes de défense, là, comme l'intellectualisation de « ça va s'améliorer ». Non, ça va pas s'améliorer, mais on peut pas... Il y a une partie qu'on ne peut pas faire pour eux. Il faut que ça vienne de la personne toujours. Il y a vraiment quelque chose, on peut essayer de le convaincre, mais il y a quelque chose qui, à un moment donné, va lui donner la pulsion d'aller vers l'avant. Et on parlait d'aide. Ça se peut qu'elle ait besoin d'aide plus qu'elle pense, parce que la confiance en soi, l'estime de soi et tout ça, des fois, doit être travaillé, puis ça vient de l'enfance. Le fait qu'ils n'ont jamais réussi, ont toujours été dénigrés par les parents et tout ça. Puis là, on leur demande de faire quelque chose, mais ils ne croient pas en eux, tout simplement, en partant. Donc... le fait de demander de l'aide, je trouve que ça permet de cibler des choses. Mais ça passe par la connaissance de soi. Oui. Je veux dire, à un moment donné, je suis à l'écoute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Parce qu'on entend, il y a quand même aussi pas mal de discours, parfois de victimisation. C'est pas moi qui va pas, c'est pas moi qui vais pas bien, c'est les autres qui me font subir ça, ou c'est mon patron, ou c'est si. Mettons que tu restes dans ce discours-là, tu vas juste continuer à souffrir de plus en plus dans la situation. C'est de prendre conscience de ça. C'est de prendre conscience de ça, oui. Première étape. Puis quand on prend conscience justement que c'est pas les autres, que tout part de soi, puis qu'on a le choix, mais après ça, c'est de se poser la question, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que je responsabiliser. Veux? Exactement. Puis surtout se responsabiliser par rapport à ça. Donc, c'est comme maintenant qu'on sait que c'est un choix, bien, je choisis quoi maintenant? Tu sais, des fois, je pose 3 questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux faire? OK, oui, je peux changer de job, je peux changer de relation et tout. Est-ce que je veux le faire? Est-ce que je veux? Puis ensuite, OK, qu'est-ce que tu décides maintenant? Donc, c'est souvent 3 questions que je pose aux gens, là. Est-ce que je peux? Est-ce que je veux? Puis qu'est-ce que tu décides? Là, mais là, passe à l'action.
C'est quoi le premier petit pas que tu peux faire maintenant pour te rendre vers où tu veux aller? Et ce qui aide beaucoup, c'est de voir des exemples. C'est ce que j'essaie de faire. Mon site Internet est dédié à ça. Je veux des entrevues avec des gens qui en ont fait des sorties de zone. Regarde lui, regarde elle, regarde lui, regarde elle. Des milliers de personnes, des milliers de personnes. C'est pas des exceptions. T'en as fait, tout le monde a fait des sorties de zone dans sa vie. Petite, moyenne, grande, personnelle, professionnelle. Donc, c'est en voyant les autres là, qu'on... OK, ça se peut. Ah oui, ben, il n'est pas mort. Non, voici ce qui est arrivé après. Ah, mais quand même, OK, un autre, un, deux. À force d'en voir, ça peut on réalise inspirer. que OK, c'est possible et c'est normal. Ouais, t'es pas une mauvaise personne. Ça inspire, effectivement. C'est ça. Puis ça donne confiance. T'sais. Avant de le faire, j'ai fait ça. Quand j'ai commencé à suivre mes cours ici, j'étais dans un inconfort total avec mon travail, mais là, je m'informe à une personne, elle a quitté tel emploi pour faire ça. Et puis, le salaire était très bas, mais finalement, je me dis, ça c'est intéressant. Ça. Et là, un autre, puis le regrette-tu? Non, Et là, quand ça fait 10 personnes, tu dis, tout le monde est pleureux, personne ne le regrette. Tout le monde est très à l'aise avec le fait que le salaire a baissé pour un temps, puis il est revenu. Des exemples, il y a eu des preuves. C'est ça. Et là, je trouve que ça m'a donné un petit peu plus confiance pour passer C'est d'aller chercher sa motivation. C'est en regardant les autres, c'est OK, puis moi, qu'est-ce qui me motive? Donc, est-ce que c'est de m'éloigner de quelque chose que je ne veux plus vivre ou d'aller vers quelque chose, suivre un rêve, etc. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui me motive parce que ça prend une grande motivation aussi pour vouloir sortir de cette zone-là. Oui, puis ça nous prouve que ça se fait. Tu sais, comme quand j'ai marché sur le feu, c'est un autre step qui m'a aidé à comprendre, OK, c'est ça la peur. Tu as marché sur le feu, toi. Oui, et c'est ça que ça fait quand on réussit. Mais si j'avais été le premier, j'aurais probablement hésité beaucoup plus. Mais j'étais peut-être le 30e à passer. Donc, t'envoies un, t'envoies un autre, t'envoies un autre. Là, tu regardes. Il y en a juste 1 sur 25 qui se brûle les pieds. Ouais. Là, tu disais, il n'y a personne de brûlé. Ça reste impressionnant. Quand tu arrives et que tu as 10 pieds de braise, ça d'épine avant de toi, tes nu-pieds, tu dis, OK, tout ton être te dit, ne fais pas ça, espèce de débile. OK, mais ne faites pas ça à la maison. Ce sont des professionnels. Mais en même temps, tu dis, OK, puis là, le gars te regarde, es-tu prêt? Oui, j'y vais. Puis un coup que c'est fait, wow! Okay. Donc, le feeling de dire, hey, c'est pas si pire, je ne suis pas mort finalement. J'ai eu exactement le même feeling avec ma feuille de démission où l'anxiété m'a pris, puis j'ai repensé à ça, j'ai fait un petit sourire et j'ai signé la feuille, sachant très bien que de l'autre côté, ça allait être correct. Nos peurs sont souvent très ridicules. Et la plus grande peur des gens, c'est pas moi qui l'invente, c'est des sondages, c'est quoi la plus grande peur? C'est de mourir. La deuxième, de parler en public. OK. C'est quoi qui est dangereux? Qu'est-ce qui arrive quand on parle en public? C'est quoi qui peut arriver de mal? On perd un bras, une commotion cérébrale? Il arrive rien. Le pire scénario. Moi, je le vois sans arrêt. Je fais des conférences et mon plaisir, c'est même plus de faire des conférences, c'est de donner des 10 minutes à des gens qui n'ont jamais fait ça dans la vie, là, puis qui font dans leur culotte là, quelques secondes avant d'embarquer sur la scène, là, pour parler 10 minutes devant quelques personnes. Et ça, c'est un moment marquant de leur vie. Ils voulaient vomir juste avant d'embarquer sur scène. À parler 10 minutes devant des gens. Mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas de risque. Il ne peut rien arriver de mal. La deuxième plus grande peur des gens, de ce que j'entends, je le vois sans arrêt. Moi, je l'ai déjà entendu. Et là, après, là, ils réalisent, ils ne sont pas morts. Ils sont tellement fiers d'eux. Là. Ils ont grandi, ils ont évolué, ça a mis du piquant dans leur vie. Ils se sont sentis vivants. C'est tout chaud. C'est ça. C'est oser. Ce n'est que ça. Ouais. Oser faire des petits pas, oser. Le meilleur conseil que je peux donner aussi, c'est dans ta propre zone de confort, essaie des choses différentes. Change tes habitudes. Tu fais tout le temps la même chose en te réveillant le matin, ben fais ça différemment. Essaie des choses différentes dans ta propre zone pour voir finalement qu'est-ce qui arrive, puis avoir un autre regard finalement sur tes propres habitudes personnelles. Puis après ça, là, tu peux aller peut-être oser aller un peu plus loin. Voilà, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs façons. Là, je vous écoute là, depuis demi-heure, 40 minutes qu'on est en train de discuter du sujet. Puis, tu sais, Daniel, on remonte le courant et tout. Joanne, vous pouvez aussi y aller un orteil à la fois. Là, non, mais oui, mais en même temps, c'est ça le message. C'est qu'il n'y a pas deux sorties de zone qui sont pareilles. Et c'est à chacun de trouver un peu les signes avant-coureurs d'un appel qui les amène à sortir de leur zone de confort. Peut-être se faire accompagner. Comme tu disais, Pascal, ça peut être intéressant à un moment donné de se faire aider parce qu'il existe plein de trucs pour être à l'écoute de ça, puis y aller de manière, en développement personnel, en coaching, on parle beaucoup d'écologie, là, y aller de manière écologique dans
Donc on ne doit pas souffrir forcément, c'est ça que je retiens aussi aujourd'hui. Tout à fait. Moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, là, parce qu'on approche tranquillement de la fin de notre discussion. Vous, aujourd'hui, vous diriez que vous êtes confortable dans votre zone de confort, ou c'est quoi votre prochaine sortie de zone à vous? Parce que je comprends que c'est un processus continu, là. Absolument. Hein? Ouais. Ça finit pas, hein? Écoute, dans ma dernière grande sortie de zone, il y a plein de petites sorties de zone. Dans ma grande dernière sortie de zone des dernières années, de ce que je fais présentement, il y a eu mes 3 grandes sorties de zone. Ça a été, par exemple, ma première conférence en Europe. Mhm. Maintenant, j'ai 4-5 tournées en Europe. Ouais, je par comprends, année, parce à que les chaque année. Européens, ils sont Mais difficiles moi, d'ailleurs. là, non, mais pour vrai, j'avais peur. Là. Ma première conférence à Paris, Dit-il. là, je pensais que j'allais mourir. Là. Moi, je venais d'atteindre le sommet de l'Everest dans ma tête. Là. Je m'attendais au pire. Je m'attendais à ce que personne ne me comprenne à cause de l'accent. À Je Paris, m'attendais en à plus. voir les Français se lever puis quitter la salle pendant que je parle. Je m'attendais au pire. J'avais peur. Et à la fin, j'étais tellement fier et je l'ai même fait physiquement. J'ai fait ça comme ça. J'ai fait yes! Je l'ai fait. Il n'y a plus personne qui peut me l'enlever. J'ai fait une conférence à Paris. Moi, je pensais que ce serait la dernière de ma vie. Je suis là à chaque année, 4-5 fois par année. Et ensuite, ça a été ma première conférence en anglais. La même chose en anglais. Mhm. Et ça s'est passé ici à Québec. Et j'ai complètement tout dédramatisé la sortie de zone. C'est-à-dire, il y a des étudiants qui m'avaient vu en français, puis ils m'ont demandé au Collège Saint-Lawrence, « Hey, nous, c'est en anglais. Hey, tu pourrais-tu venir faire ta conférence en anglais pour nous? » Et là, moi, c'est une immense sortie de zone. J'ai jamais fait ça, je suis même pas bon en anglais. Là. Et je leur ai dit, oui, absolument, je vais la faire. Et savez-vous quoi? Je vais être très mauvais. Ouais, je vais être mauvais. Je vais faire une sortie de zone devant vous. Ouais. Donc, moi, n'ayez pas d'attente. Je vous le dis tout de suite, je vais être mauvais, mais je vais la faire. Et je savais que j'étais obligé d'embrasser l'inconfort, le vivre, le stress. T'as bien beau tout te mettre dans la tête, puis OK, la visualisation, c'est correct, là, tout ça, c'est bien, là, mais il va falloir que tu ailles sur place, de te mettre la face devant le monde, puis parler en anglais, là, puis parler tout croche, puis vivre le stress. Tu vas être obligé de le vivre. Et l'embrasser. Et je te jure comment ça va s'évaporer. Et je l'ai fait. J'avais de l'air con, j'étais pas bon. Mais je leur ai dit, c'est pas grave. Là. Ma deuxième, je vais être meilleur. Troisième, je vais être meilleur. Quatrième, là, j'en ai donné une dizaine. Une dizaine à ce jour. Et le stress s'est complètement évaporé. C'est Même rendu si ta zone de j'ai confort, complètement là. tout dédramatisé. Consciemment compétent. J'ai baissé les attentes. Je ne suis pas en train de jouer avec ma vie. Ce n'est pas la fin de ma carrière si j'ai de l'air imbécile en anglais. Je suis obligé de passer par là, embrasser le stress, l'inconfort, pour un jour devenir confortable. Mais comme disait Joanne, avec les phases de l'apprentissage, Mhm. tu sais, de ton incompétence consciente, c'est là que ça brasse l'inconfort. Puis à force de, par répétition, on apprend. Puis On est consciemment Mais faut compétent. La compétence faut apprendre à devient- accepter c'est un de vivre automatisme. l'inconfort. Ouais, Faut accepter apprendre de vivre. Le Ça, je pense que c'est ça que les gens ont de la Ils misère. sont pas Accepter. capables. Ouais, ils veulent pas le vivre. C'est ça, on le fuit. Je parlais justement de ça ce matin ou hier avec une cliente où on parlait d'anxiété. Je disais, toutes les techniques que tu trouves sur le net, c'est respire comme ça. C'est toujours fuir. Fuir, comment se débarrasser de l'anxiété. Pourquoi tu ne ferais pas juste la regarder, Ouais, et ça va la s'évaporer. ressentir? Ça va Et tu vas voir, elle va s'évaporer. s'apaiser par elle-même et tu as des trucs qui vont émerger, qui vont dire pourquoi elle a commencé. Puis ça peut être une perle, ce qu'il y a derrière. Mais c'est toujours de fuir. Hein. On va ouvrir la télé, on va utiliser notre téléphone, on va prendre un verre de vin. On va toujours fuir cette émotion-là qui est désagréable au lieu de la regarder, comme on dit, en pleine face. Là. Puis Et prendre plus on le l'accepte, plus elle s'évapore. Ouais. C'est un nœud qui se dénoue, comme un nœud de chaussure. temps. Ouais, Tire dessus, hein, à un moment donné, il n'y en a plus de nœud. c'est ça. Mais il n'est plus là. Puis juste se faire confiance aussi, regarder que les adultes qui nous écoutent ont déjà fait l'expérience, très probablement, d'avoir fait une sortie de zone de confort. Donc, juste regarder que ben, vous êtes encore là, ça s'est bien passé, ou vous avez appris des choses. Donc, on a tous vécu Exact. une sortie de zone, puis peut-être juste Se la rappeler, se là. rappeler, Absolument. se référer de ça en disant, ah, ben finalement, j'ai survécu, je suis capable, j'ai appris ça, etc. Puis l'essayer à nouveau, tout simplement. C'est avoir bien que le tu parles de signe. ça parce que ça m'arrive souvent quand il y a des gens qui me disent mais moi, tout ce que tu viens de dire là, sortie de zone, tout ça, là, moi ça me parle pas. Moi, c'est pas. Non, ça me dit rien. Ils disent, ah, ouais, pas vrai. Toi, ça veut dire que depuis que tu as 2 ans là, jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours eu les mêmes goûts, les mêmes désirs, les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes besoins. Il n'y a rien qui a changé dans ta vie de 2 ans à aujourd'hui. Mais non, j'en ai fait des... OK, c'est ça. Donc, êtes-vous d'accord que nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos besoins, nos rêves changent continuellement dans la vie? À 10 ans, à 20 ans, à 30, à 40, à 50? OK, donc si c'est ça, c'est pas, je ne l'invente pas, là, tout le monde vit ça. Là. C'est ça. OK, donc si c'est ça, ça veut dire qu'il faut constamment être à l'affût de ça, là, de ton ressenti qui change. Et donc, quand ça va changer,
tu vas être obligé de faire une sortie de zone. Oui, mais parfois, ça se fait d'une manière quand même assez fluide. Là, c'est des apprentissages qui s'accumulent, Oui, etc. Ouais. Comme on disait On a tantôt, tous fait notre crise de la quarantaine ici. Oui. Autour d'une... Oui, oui. un peu avant 40 ans, mais je l'ai un peu fait. avant, Mais effectivement, effectivement, tu sais, tu parlais d'une crise, mais moi, je vois des gens qui traversent la quarantaine, ne font pas de grosses crises, là, font des ajustements. Moi, je les vois plus élargir leur zone de confort. OK. Je reviens un peu à ma question là, de tout à l'heure. Ouais. Joanne, Pascal, vous diriez qu'aujourd'hui, votre zone de confort, elle a complètement changé, elle s'est agrandie. Est-ce que vous sentez déjà un appel vers autre chose, puisque c'est un processus continu? Peux-tu y aller en Ah. premier? Ouais, moi, Moi, j'ai je ma suis dedans. réponse. C'est là. plus intime comme question. Oui, là. mais moi, je suis dedans. Là, mais moi, c'est l'histoire de ma vie, je pense. C'est sorti de zone. Je pense que ça devient presque un mode de vie. Quand je vois que je suis un peu trop confortable, ben, je vais me challenger. J'aime beaucoup me challenger pour sortir, justement. C'est quoi la motivation? Elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient d'un inconfort physique ou est-ce qu'elle vient justement de Ça dépend des années, ça la dépend à quel âge. curiosité? Tu sais, plus jeune, là où je suis partie, moi, vivre en Europe et tout, où c'était vraiment de l'insouciance, mon désir de liberté, c'est fort chez moi, c'est une de mes premières valeurs. Donc, ça, je l'ai fait. En vieillissant, là, ma zone de confort était un peu trop confortable. Donc là, je me suis fait des challenges. Donc, j'avais besoin d'un challenge. Donc, je pense que c'est assez c'est Plus diversifié. la liberté, le moteur. Mais la liberté, C'est parce toujours qu'on a là. parlé de la sécurité, de la liberté. En fait, Ça, on en c'est revient sûr. à ce qu'on disait au début. Ça vient challenger nos valeurs Ouais. en bout de ligne. Puis le désir, je pense, chez moi aussi, d'évoluer, de grandir, je suis curieuse, je veux aller... tu sais, on dit toujours développer son plein potentiel. Là. Bon, c'est un mot à la mode, mais j'y crois vraiment que je pense que je suis ici pour justement développer, me trouver moi-même des nouvelles compétences, expérimenter des choses, expérimenter. J'aime les gens, j'aime aller à la rencontre de nouvelles cultures, nouvelles façons de penser et tout. Fait que je pense que c'est aussi la curiosité. La curiosité, la découverte, la liberté. Donc, c'est pas toujours forcément l'insécurité. Là, ça peut être d'autres moteurs qu'on Ouais. Le sens. Ouais. On n'a Le pas sens, parlé le du sens, sens, le mais le sens, sens exactement. qu'on donne à notre vie, à Ouais. notre existence. Ouais. Je veux dire, il y a quelque chose de puissant dans ça quand notre vie fait du sens. Ouais. Là. Puis de servir de modèle aussi. Moi, j'ai un enfant, puis je veux servir de modèle aussi à mon enfant. Qu'est-ce que je veux lui montrer? Qu'est-ce que je veux lui transmettre aussi? Donc, ça, c'est dans mon moteur, finalement. OK. Ouais. Bon, ben, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est Moi, en train de j'ai discuter pas dit de ce mon, sujet. Où Ah je oui? suis, juste un instant. Vas-y, Pascal. ouais. Pour répondre à ta question, parce Avant que de- moi, c'est là 3 ans et quelques, là, Ouais. où ça a été une page blanche, là, démission, séparation, etc. On recommence à zéro. Et je Gros dirais que là, changement. je commence à être confortable dans ma sortie de zone après 3 ans. Mm. Mhm. Ça Tu fais une entrée de commence. zone. Tu commences ton entrée de zone. OK, c'est un Tu entrée. commences OK. à devenir confortable. Ouais, je commence à être bien dans ça, à vraiment, OK, finalement, c'est facile, c'est le fun. Et j'ai déjà d'autres projets éventuellement qui s'en viennent, mais je dirais que la grosse différence, c'est que maintenant, je suis à l'écoute de ce X-là qui se déplace. Ouais. Parce que mon ancien emploi, j'ai aimé ça 3 ans, C'est ça. mais j'ai fait ça T'as 10 étiré ans ça, au total. ça t'a Donc, il y poussé a à bout, en fait. 7 ans de trop. 7 ans de trop. Mm. Ça aurait fallu Mm. que je change après 3 ans. Je fasse OK, finalement, j'ai fait le tour, on fait autre chose parce que ma vie n'avait pas de sens et la liberté, il n'y en avait pas. Si tu l'avais fait à l'époque, ça aurait probablement été moins souffrant. Oui, Moins difficile, c'est ça. moins brutal, moins... Oui, et tu n'aurais peut-être pas appris autant de C'est choses. ça. ouais, Je ben crois. c'est ça, parce Ouais. qu'aujourd'hui, Ouais. si je Ouais. regarde mes clients, c'est des gens qui sont là où j'étais il y a Mm. 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, je ris et je peux les aider pas seulement avec mes connaissances, Ben mais oui. avec tout le cœur, toute l'expérience. Il y a une empathie qui est derrière. Dire, je sais exactement ce que tu C'est ressens. pas un Ouais. cul-de-sac, il y a une Ouais. Non, vie après c'est ça. Ouais. C'est ça. Ben, merci à ces 7 ans-là aussi de trop qui t'ont permis. Ouais, de- c'est ça. comme, Des fois, je me dis, était-elle vraiment nécessaire? Parce que ça a été difficile. Même les années au début, tu sais, là 2 ans, mettons, la première année, c'est quelque chose là, sur tous les plans, mais je suis content aujourd'hui de l'avoir vécu. Puis, Alors, on va se reparler tous les 4 dans 3-4 ans, là, quand ça commencera à faire comme « Ah, je me sens à l'étroit dans ce que je suis en train de faire. » Ça Que se Ouais, peut, oui, oui. le exactement. nouvel Ça se appel peut. va se manifester, puisque apparemment Exact. c'est quelque chose Exact. de cyclique. Donc, ben, on a vu aujourd'hui ensemble que la définition de zone de confort, c'est quand même très variable selon les personnes.
c'est lié beaucoup à nos valeurs, la liberté, la curiosité, la sécurité, etc. Puis on a vu que c'est un processus continu aussi, que c'est tout au long de notre vie que soit on passe de zone en zone, soit on élargit notre zone, peu importe comment on voit ça. Puis la clé, c'est finalement d'être à l'écoute. C'est à l'écoute, la connaissance de soi, les petits signes qui nous montrent que c'est le moment de changer. Donc il existe plein d'outils pour être à l'écoute de soi-même, se dissocier, etc. Puis il existe de l'aide aussi, que ce soit en coaching, en hypnothérapie, d'aller écouter des conférences ou de lire des livres de gens qui sont passés par là et qui sont inspirants, qui donnent leurs conseils, d'aller voir ton site avec tous les exemples de gens. On se sent moins seul dans ce processus-là, parce que souvent on se dit aussi, mais est-ce que je suis fou de vouloir tout laisser tomber? Non, en fait, on n'est pas fou, on est juste normaux à travers ces processus-là. Parce que les gens nous voient aussi de l'extérieur. Moi, quand j'ai voulu tout quitter, j'ai des amis qui me disaient, mais t'as la vie de rêve que moi je veux. Ouais. Je dis, oui, mais moi je suis plus bien. Puis ils me disaient, t'es un fou. T'as exactement la vie que je voudrais avoir. Mais il y a des choses que tu connais pas de ma vie, que tu comprends pas. Moi, je suis pas bien. Ma vie ne fait plus aucun sens. Si je dois rester comme ça, je pense que j'aime mieux mourir. C'était aussi simple que ça. Mais moi, je souhaite que les gens puissent, justement, pour élargir leur zone de confort, puissent passer du connu à l'inconnu. Puis en même temps, j'ai envie d'ajouter pour que l'inconnu devienne connu. Exactement. Ce n'est que ça. Moi, je veux vous remercier tous les trois d'avoir participé. Je pense qu'on pourrait partir une série Netflix carrément sur la thématique, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais merci d'avoir pris le temps pendant 1 heure de faire le tour un petit peu de la question. Puis je serais curieux de voir sur la plateforme Auto-Coaching, il y a une plateforme qui s'appelle Libre-Échange, où les personnes peuvent mettre leurs commentaires. Et ça serait intéressant de lire la discussion. Pascal, Johan, moi-même, on travaille beaucoup sur la plateforme, donc on va pouvoir alimenter le débat. Donc vous qui avez regardé ce débat, cette discussion, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous faire part des thématiques que vous aimeriez bien qu'on aborde aussi lors d'une prochaine discussion avec d'autres invités. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup, Johan. Merci Pascal. Merci Daniel de votre présence. Et une prochaine fois pour un autre podcast sur Auto-Coaching. À bientôt. Merci. Merci.